Donc, comme je vous ai dit, le programme, demain, on aura avec nous Salah Eddin Fadel, qui est kinésithérapeute de sport sur Sidi Ben Nour à Casablanca, qui va nous parler des tests prédictifs de blessures au milieu sportif. Jeudi, je parlerai des trigger points et des modalités thérapeutiques, leur sémiologie, etc. Et vendredi, on aura Houdel Hello avec nous, kinésithérapeute de sport, c'est la kiné de l'équipe nationale d'athlétisme du Maroc, qui va nous parler des tendinopathies achilliennes. Oui, Hassan, je pense qu'il a juste un petit problème de connexion. Ça va se régler tout de suite. Nazim de l'Algérie, bienvenue Nazim avec nous. Madame Touliard, bienvenue. Hassan est avec nous aujourd'hui. Il vient de nous rejoindre. Très bien. Le voilà, c'est Hassan avec nous. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Bonsoir, c'est Hassan. C'est Hassan qui vous parlait aujourd'hui des scolioses et de la rééducation des scolioses. Un sujet très intéressant. Et la plupart du temps, le traitement est mal connu. Beaucoup de problématiques évoquées par la littérature sur l'efficacité de la rééducation, etc. en matière de scoliose. Merci Hassan de nous apporter quelque chose à propos de ce sujet. C'est un plaisir. Merci Ismaël, merci tout le monde. Donc, nous revoilà encore une fois pour la 12e journée consécutive, journée ramadanesque. Voilà, et aujourd'hui, on va changer un peu de sujet, on va un peu vers la scoliose. Et donc, comme vous savez mieux que moi que la scoliose, c'est une déformation qui est un peu tridimensionnelle de la colonne vertébrale. Ça veut dire, et il va tout simplement combiner 3 déformations dans 3 plans qui sont différents, un plan frontal, sagittal et basal. Du coup, sa rééducation ne serait pas aussi facile. Quand moi j'étais étudiant, on nous a demandé bon voilà, si vous avez un patient qui est comme ça, il faut travailler dans l'autre sens, mais c'est pas aussi simple pour la scoliose, c'est pas ça. Alors si on la définit, quand on demande aux étudiants à définir qu'est-ce que c'est qu'une scoliose, tout le monde répond que c'est une déformation tridimensionnelle de la colonne. Mais après, dans la rééducation, il faut que ça soit aussi une rééducation qui s'adapte à ça. Et non seulement il ne s'agit pas, si on la définit comme ça, la traitez pas comme étant une déformation qui s'inscrit dans un seul sens, qui est le plan frontal, c'est pas ça. Alors, ceci m'emmène à mettre une différence ou à parler de la différence qui existe entre la scoliose et l'attitude scoliotique. 2 choses qui sont différentes. L'attitude scoliotique, il n'y a pas de déformation structurale parce qu'on dit une scoliose ou bien une scoliose structurale. Ça veut dire qu'il y a une déformation de la structure qui peut être l'os, qui peut être les ligaments, et toutes les structures comprises, et ils vont être déformés. Du coup, on est dans la scoliose structurale. Alors, simplement par un test clinique très très simple, on va savoir est-ce qu'on a un cas de scoliose ou un cas d'attitude scoliotique. Et il va falloir demander au patient de se pencher en avant. S'il se penche en avant, le test d'antéflexion, dès lors où une gibbosité va apparaître, on sait qu'on a affaire à une scoliose structurale parce que le fait de se pencher en avant, vous induisez un mouvement sur la colonne vertébrale, ok, et vous allez automatiquement faire appel à cette rotation qui fera à l'étage thoracique tourner les vertèbres thoraciques
dorsale, c'est-à-dire, et fera aussi une rotation des côtes et fera apparaître la gibosité. Même chose au niveau lombaire, mais vous savez, au niveau lombaire, on n'a pas de côte. On a des processus transverses et qu'on appelle autrement aussi des costiformes. Ces costiformes, avec la rotation, peuvent faire paraître une gibosité entre parenthèses, que exactement sur la région lombaire, on va parler de voussure lombaire. C'est l'équivalent de gibosité dorsale, c'est la même chose. Et c'est le résultat de cette rotation. Voilà, pour l'étiologie, généralement, dans la plupart des cas, on va avoir face à nous des scolioses qui sont héliopathiques. On ne sait pas pourquoi il a une scoliose, bien sûr, après avoir éliminé la scoliose congénitale, la neuromusculaire et d'autres localisations, bien sûr. Alors, une fois pour toutes, on va toujours parler d'une scoliose. Il faut parler de la topographie. Ça veut dire, est-ce qu'il est dorsal, est-ce qu'il est lombaire, est-ce qu'il est dorsal-lombaire. Et puis parler des sens. Et le sens, c'est toujours le sens de la convexité. Alors, on dit par exemple, c'est une scoliose dorsale droite parce que la convexité, elle est à droite et la scoliose, elle est à l'étage dorsal. Alors maintenant, j'aimerais quand même parler un petit peu des bilans qu'on va faire, nous, kinés, pour les scolioses. Tout d'abord, on va commencer par l'anamnèse, un point de départ commun pour toutes les prises en charge qu'on va faire. Et sur cette anamnèse, on va rechercher l'âge, un certain nombre de questions, puis prendre l'âge en position debout et en position assise aussi, l'âge, la taille, et le poids aussi, et faire, c'est-à-dire un suivi de ces mesures-là. Et puis, comme dans la gymnastique médicale, on va faire un examen morphostatique, de face, de dos et de profil, en position. C'est un examen positionnel. Puis, on va faire l'examen proprement dit de la scoliose, qui comprend l'équilibre du bassin dans le plan frontal, dans le plan antéro-postérieur aussi. Ça veut dire, est-ce qu'il est latéroversé à droite, à gauche, anté, rétroversé, tout dépend. Et puis, s'intéresser exactement à la scoliose par la mesure des flèches scoliotiques. Et là, on va faire pendre un fil à plomb à partir de la 7e cervicale. Et puis, par rapport dans la scoliose, vous allez avoir des vertèbres qui vont être déjetées un peu latéralement. Et on a intérêt à mesurer ces flèches scoliotiques. Puis, une scoliose, c'est qu'on a une gibosité. On s'intéresse aussi à mesurer la gibosité, la hauteur de la gibosité, et voir est-ce qu'il est réductible ou pas. Et étudier la réductibilité de la scoliose. On sait que aussi les déformations vertébrales dans la scoliose essentiellement peut causer des problèmes de type respiratoire, surtout s'ils sont à l'étage dorsal. Vous savez que cette rotation, nous avons les poumons à l'intérieur et le cœur, sont deux organes nobles, et qui s'influencent par cette rotation. Alors, on me demande peut-être d'aller moins rapidement. Oui. Ok. Je ne sais pas comment faire. Mais c'est un sujet, je sais que c'est trop long. J'aimerais passer cette partie. En tout cas, je vais essayer de faire moins rapide. Alors, cette rotation des côtes va influencer le poumon à l'intérieur et le cœur aussi. C'est le type de... Alors, sur les problèmes respiratoires, nous avons grosso modo deux types. Un problème restrictif et un problème obstructif. Et là, on aura affaire à un problème restrictif du fait de la contrainte mécanique qui va être appliquée par les côtes sur les poumons. D'où l'intérêt d'associer les exercices respiratoires, mais d'abord de faire des mesures, les périmètres et les ampliations thoraciques que vous connaissez. Et si on peut rajouter de la spirométrie, ça serait génial. Puis, pour le bilan cardiaque, c'est aussi intéressant. Le cœur, il est à l'intérieur de cette cage thoracique. Il va subir ces pressions aussi. Et parfois, un avis cardio est important. Par la suite, un élément très important sur la scoliose, surtout idiopathique, c'est l'enquête pubertaire. C'est très important. Pourquoi? Parce que Madame Duval-Beaupère avait réalisé une superbe étude qui a englobé plusieurs cas de scoliose et elle a suivi la déformation. Ça veut dire l'évolution de la déformation en fonction de l'âge. Oui, je vais ralentir justement au traitement, M. Kounima. C'est pour ça que je vais faire vite un peu sur les bilans et tout ce qui est
Ça veut dire, je suppose que tout le monde en connaît ce que je suis en train de dire. Et après, sur le traitement, on va un peu ralentir la cadence. Voilà. Et alors, cette enquête pubertaire est très importante. Parce qu'on a remarqué, avec cette étude de Madame Duval-Popper, que les scolioses se compliquent juste avant la puberté, 2 ans avant la puberté et 2 ans encore après la puberté. Donc, c'est très important de déterminer quand est-ce commence la puberté. C'est très important. Surtout pour les filles, parce que la scoliose, malheureusement, il touche plus les filles que les garçons. Voilà. Et donc, nous avons un examen dans ce sens qui s'appelle l'examen de Tanner, ou le bilan de Tanner, qui étudie tout simplement les caractères de maturation des organes sexuels externes. Pour la fille et pour le garçon, il y a des stades de 0 à 4. Et puis, la pilosité axillaire et pubienne et pas mal de caractères sexuels voilà, qui montrent qu'on est trop près de la puberté ou on est à peu près dans la puberté. C'est très important parce que durant ces 4 ans, la complication la plus importante de la scoliose en termes de rotation et angle de Cope va se faire pendant sa tâche. C'est très important. Donc, l'enquête pubertaire, il faut en prendre ce point au sérieux. Et puis finalement, le bilan radiologique. Le bilan radiologique est très important pour nous kinés sur 2 aspects. Le premier, parce que cette courbe de Madame Duval-Popper avait montré qu'une fois la croissance, il y a un plateau de stabilisation de l'évolution de la scoliose à un âge donné. Après, cette déformation ne va pas linéaire jusqu'à l'infini. À un moment, il va se stabiliser. Et cette stabilisation coïncide avec en fait, la fin de croissance. Maintenant, pour savoir est-ce qu'on s'approche de la fin de croissance, ou est-ce que la croissance est terminée, nous avons besoin d'un examen radiologique, c'est le signe ou le test de Risser. Ce test de Risser, on va s'intéresser à voir l'ossification de la crête iliaque. Il est aussi de 0 à 5. Et lorsqu'il est à 4, il nous dit que bon, cette scoliose va avoir tendance à se stabiliser. Alors, heureusement, la plupart des scolioses idiopathiques, à peu près 90% selon la littérature des scolioses idiopathiques, se stabilisent une fois on a un Risser 4. Toutefois, les scolioses lombaires restent un peu évolutives, même après la fin de croissance. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que le départ était peut-être un assassin qui a fait que ça continue mais en tout cas, il reste peu évolutif même après la croissance. Donc voilà. Après, j'ai parlé un peu de la scoliose comme pathologie. J'ai parlé un peu des bilans kinés. Maintenant, on va essayer de parler traitement. Alors, nous avons étudié la rééducation de la scoliose intégrée dans le cours de la gymnastique. Mais en fait, on n'a pas eu de bons résultats. Même à l'intérieur, on ne sentit pas qu'on était en train de faire quelque chose de très important. Après, comme la scoliose est une maladie ou une pathologie qui n'est pas symétrique, même sa rééducation ne doit pas être symétrique. Okay. Mis à part l'exercice de l'auto-agrandissement, tous les exercices qu'on doit proposer à un scoliotique est un exercice asymétrique. Ça veut dire, tout simplement, ce qu'on va faire à droite ne doit pas être reproduit à gauche, ou vice-versa. Et tout cas est un cas spécial. On ne peut pas dire, parce que moi j'ai un patient qui est scoliotique, je l'ai au cabinet, et le deuxième patient scoliotique vient, je lui demande d'aller faire les mêmes exercices que le premier patient. Non, ce n'est pas possible. Alors, ceci nous emmène à parler des techniques spécifiques dans la prise en charge de la scoliose. Il y a beaucoup de techniques qui s'adressent à la scoliose, dont je vais parler essentiellement aujourd'hui de 2, la méthode CLAP et la méthode de Van Niederhoff. Okay? Si nous avons une occasion de développer d'autres techniques, on le fera volontiers. Alors, Klapp, au départ, Klapp, c'est un médecin, Rudolf Klapp, c'est un médecin allemand qui a, à partir de quelques observations,
À la base, sa technique, comment il l'a découvert? Il l'a découvert en observant son chien marcher devant lui. Et puis, à chaque pas, son chien incurva sa colonne vers la droite ou vers la gauche, vers la droite, vers la gauche. Et puis, comme lui, il était, en fait, il avait une problématique avec la scoliose. Il y avait une épidémie de poliomyélite qui a sévi en Allemagne et il avait cette problématique. Puis, il se demande, est-ce que les animaux quadrupèdes font des scolioses? Et puis, il fait une revue de littérature et à sa connaissance, les animaux quadrupèdes, rares ont été les écrits qui décrivaient une scoliose pour les animaux quadrupèdes. Alors, il devrait normalement chercher un animal qui marchait aussi sur deux pieds. Alors, il a pensé aux volailles, les poules. Il se rendait à la grande surface pour avoir des poules. Et il demanda tout d'abord à la personne qui était là-bas qu'il voulait des poules qui présentaient des déviations dans le plan frontal de la colonne. On l'a répondu que c'était fréquent. C'est déjà une observation qui a été faite par les non-professionnels. Et puis, il a eu la quantité qu'il voulait et commencé à faire ses études. Il a fini par comprendre que la scoliose des volailles ressemble à la scoliose idiopathique de l'homme. Il a fini aussi par dire que, bon, parmi les principaux facteurs qui donnent la scoliose chez l'homme, c'est l'attitude bipède. Ça veut dire le fait qu'on marche sur deux pieds expose la colonne à être en position verticale par rapport au sol. Et ces contraintes de poids, peut-être c'est un facteur de risque pour avoir une scoliose, étant donné que les quadrupèdes ont rarement des scolioses. Donc, qu'est-ce qu'il décide? À faire marcher tous ces patients qui ont une scoliose, à les faire marcher sur quatre pattes. Autre chose qui a été découvert par Clapp et rapporté par les travaux de Clapp, et c'était très intéressant, parce que jusqu'à l'instant, on a eu du mal à localiser l'effet correcteur à un étage donné. Je reviens un peu vers, c'est-à-dire parler un peu de la scoliose. Une scoliose, c'est vrai, je vous ai dit, on peut parler d'une scoliose dorsale, une scoliose lombaire ou dorso-lombaire, en S, en C, double majeur, machin. Mais un élément important, il faut connaître, pour nous kinés, deux vertèbres limites. Une vertèbre limite supérieure, une vertèbre limite inférieure. Ces vertèbres limites vont délimiter, comme leur nom l'indique, vont délimiter la courbure scoliotique. On dit par exemple une scoliose dorso-lombaire D4, L3. Ça veut dire la vertèbre sommet, la vertèbre limite supérieure c'est D4 et la vertèbre limite inférieure c'est L3. Et au milieu, il y a bien une vertèbre sommet qui présente plus de rotation. Les vertèbres limites, je rappelle, elles sont les plus inclinées par rapport à l'horizontale, alors que la vertèbre sommet, c'est elle qui tourne le plus dans le plan horizontal, bien sûr. Et alors, maintenant, tout le jeu de Clapp, c'est de préciser cette vertèbre sommet. Donc, si vous avez une prescription médicale pour une scoliose, et si la personne elle est en période de croissance, en plus de tout ce que nous avons dit, il faut aussi demander, si vous ne l'avez pas, la vertèbre sommet et les vertèbres limites supérieures. Mais la vertèbre sommet est très importante. Après, l'angle de Cobb est très important. C'est l'angle... Ismaël, tu es là? C'est Hassan, tu peux répéter, ma semaine, je me dis. Ah oui, j'étais perdu pour quelques secondes, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, j'étais en train de parler de la vertèbre. J'étais en train de parler de la vertèbre au sommet et j'étais en train aussi de parler de l'angle de Cobb. Et l'angle de Cobb, c'est vraiment l'indicateur qui va nous préciser est-ce que c'est très grave, c'est plus ou moins grave, c'est pas du tout grave. Voilà. Donc l'angle de la scoliose ou l'angle de Cobb et la vertèbre sommet, c'est très important pour nous de connaître ça. Et alors, après, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé la colonne en des étages. Alors, quand j'enseigne ça aux étudiants, je leur dis, rappelez-vous, il y a une formation qu'on a en foot, c'est 4-3-3. C'est la formation de mon équipe préférée qui est à l'international, bien sûr, FC Barcelone, qui joue le 4-3-3. 4-3-3 et après 2-3-2. Okay? Et puis, on peut diviser la colonne ainsi. Et puis, il a attribué à chaque étage une position. Alors, pour lui, il y a des positions
La fondamentale, c'est l'horizontale à 4 pattes, horizontale. Et puis, il y a 2 positions au-dessus de l'horizontale qui sont la semi-redressée et la redressée. Et si on est en attitude lordosée, on peut aller jusqu'à la renversée. Et puis, 2 positions qui sont abaissées, qui sont la semi-abaissée et l'abaissée. Ces positions, soit vous allez associer une syphose, soit vous allez associer une lordose. À chaque fois, c'est possible. Le fait de changer d'attitude fera changer d'étage. C'est très important aussi. Maintenant, à chaque position, il a fini par montrer que si on adopte la position, par exemple, horizontale, le maximum d'effet qu'on aura va être à l'étage entre D8 et D10. Donc, si logiquement, ma vertèbre sommet, mon patient a une vertèbre sommet qui est incluse dans cet intervalle, j'ai intérêt à prendre pour ce patient la position horizontale. Si la vertèbre horizontale est autre, ben, je dois chercher l'étage ou la position qui correspond à mon patient en fonction de l'attitude. Grosso modo, 2 positions s'adaptent pour un patient, soit sur attitude lordosée ou attitude syphosée. Une fois vous déterminez, parce que avec des études radiologiques, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a, pour des patients qui présentaient par exemple une vertèbre sommet qui est située entre D8 et D10, D9, prenons par exemple, juste le fait de prendre la position horizontale, on prend une radio dans cette position, sans syphose, sans lordose, juste la position horizontale, fait réduire nettement l'angle de cope. Je ne prétends pas qu'on corrige, on ne peut pas corriger. C'est une déformation qui va, on espère stopper, ou bien freiner, ou bien ralentir, mais jamais corriger, ce n'est pas possible. Mais juste le fait de prendre cette position diminue nettement la rotation vertébrale et diminue l'angle de cope. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de là? Quand on est dans cette position, c'est juste la position de départ. On n'a pas encore fait l'exercice. Il faut par la suite s'incliner à droite ou s'incliner à gauche, dépendamment du côté convexe. Si par exemple, le côté convexe est droit, il faut se déplacer à droite. OK? Et puis tenir. C'est ça sa synèse. Position de départ, attitude préparatoire, où on doit faire une certaine correction, mais statique. Par exemple, antéversion du bassin à lordose et maintien de lordose. Et puis, on s'incline à droite. On tient quelques secondes et c'est un moment propice pour le renforcement musculaire. Et puis, on revient sur nos pas, on respire. Et ce qu'il ne faut jamais faire, on s'est déplacé à droite, il ne faut pas reproduire la même chose à gauche. Il faut juste le faire à droite et revenir. Le faire à droite et revenir. Alors, ce type d'exercice est appelé les exercices sur place de clap. Puis, il y a une progression dans ces exercices sur place. On peut rajouter des positions annexes du membre supérieur et ainsi de suite pour que l'exercice devienne plus difficile et respecter la progression doucement. L'exercice suivant pour clap, c'est la marche de clap. La marche de clap, on va faire marcher le patient. On va faire marcher le patient. Et dans ce sens, on en distingue 2 types de marches pour clap. La marche à l'amble et la marche croisée. La marche croisée, c'est la marche qu'on voit les animaux faire, les chiens, les chats. Ça veut dire, une fois il va avancer un membre supérieur droit, il avance en même temps le membre inférieur gauche. Et puis le membre supérieur gauche avec le membre inférieur droit et ainsi de suite. Cette marche, ce qu'on a observé, ce que a Clap observé, c'est qu'il va incurver la colonne une fois à droite, une fois à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, comme le faisait son chien en l'observant. Donc, il a fini par comprendre que cette marche s'adapte aux scolioses totales. Ça veut dire en C, qui ne sont pas doubles, qui sont à courbure unique. C'est très intéressant. Et on marche dans quelle position en fonction de la vertèbre sommet? Ça veut dire, on peut faire une marche en position horizontale, on peut le faire dans la position renversée, redressée, tout dépend. OK? De quoi? De la vertèbre sommet. Puis, la deuxième marche, ou le deuxième type de marche possible pour Clap, c'est la marche à l'amble. La marche à l'amble, c'est qu'on va faire avancer en même temps les membres supérieurs du côté droit avec le membre inférieur du côté droit, les 2 membres du même côté au même temps. Et puis, ainsi de suite. On va marcher
en même temps. Mais CLAP faisait marcher ce patient sans, c'est-à-dire c'était pas adapté à la scoliose. Ça pourrait servir pour l'attitude scoliotique, ça pourrait servir pour les patients syphotiques, pour les patients lordotiques, mais pas pour les patients qui présentent une scoliose structurale. Donc, de là est né un concept qui est appelé la quadripédie, inspirée des travaux de CLAP. La quadripédie inspirée des travaux de CLAP. Ça veut dire, on a pris les positions de CLAP, les travaux de CLAP, et a salué M. CLAP, il a rendu un grand service à l'humanité, et à partir de ces positions, on essaye de s'adapter à la scoliose. Bon, tiens, la scoliose, c'est une déformation qui est asymétrique. Il ne faut pas faire une marche symétrique. Et alors, c'est quoi la solution? La solution, c'est quand on va faire un pas, on ne va pas faire le deuxième pas, parce qu'un pas va être correcteur et un pas va être déformateur. Au lieu de faire le deuxième pas, on revient juste à la position de départ. Et puis un pas, position de départ. Et c'est ce qu'on appelle couramment un pas et un pas pour rien. Ça, c'est clair. Je ne sais pas, avant de partir vers Niederhofer et parler un peu de Niederhofer, s'il y a des questions, on peut un peu interagir avec les participants. Après, oui, j'avance. Il y a quelques questions. J'ai quelques questions ici de poser. Il y a une question qui parle de la modification des positions des coupoles du diaphragme. Est-ce qu'elle est à l'origine des problèmes respiratoires chez le scoliotique? Alors, il faut savoir que déjà, dans la position normale, les coupoles diaphragmatiques ne sont pas au même niveau. Il y a la droite qui est au 4e espace intercostal et la gauche qui est au 5e espace intercostal. Bon, il est jamais, les deux coupoles diaphragmatiques ne sont pas normalement au même niveau. Ça, c'est de un. De deux, oui, quand il y a une déformation tridimensionnelle de la colonne, ce qui cause le problème restrictif le plus, c'est cette rotation vertébrale. Donc, imaginez mon doigt comme étant une côte. Et là, c'est le tissu pulmonaire. Quand il tourne, il exerce une pression sur le tissu pulmonaire. Dedans, vous savez qu'il y a les bronches, okay? Les bronches respiratoires. Et finalement, la bronche, elle est comprimée. Elle est comprimée une partie. Et quand il est comprimé, la ventilation n'est pas normale. Mais ce qui est un peu spécifique comme le problème orthopédique, le problème respiratoire dans la scoliose, c'est aussi asymétrique. Ça veut dire, d'un côté, on a à travailler un poumon en temps inspiratoire et de l'autre, il faut le faire en temps expiratoire. Si vous voyez une scoliose, par exemple, si je prends une scoliose en C, vous allez avoir les côtes d'un côté, du côté de la convexité, qui ont tendance à se verticaliser. Et du côté de la concavité, qui ont tendance à s'horizontaliser. Okay? Et du coup, où le poumon, du côté de la concavité, il est comprimé en position en fait expiratoire. Ce côté, il faut le travailler avec des exercices inspiratoires. Et de l'autre, vous avez tout à fait le contraire. Voilà, c'est un peu perturbant, mais c'est comme ça. Quand on travaille sur le plan orthopédique, la scoliose avec des exercices asymétriques, même sur le plan respiratoire, il faut le faire. Bien sûr, il y aurait, pour répondre à la question, il y aurait aussi un déséquilibre sur la tension du diaphragme, du part ou d'autre. Bon, c'est logique, il s'insère sur les côtes, il va suivre la logique de la déformation de la torsion. Oui. Très bien. Merci Si Hassan pour les éclaircissements. Deuxième question, ça évolue après la croissance? Une scoliose. Quoi? Une scoliose, est-ce que ça évolue après la croissance? Très rarement, très rarement. J'ai dit que c'est exceptionnel, c'est pour les scolioses lombaires. Reste un peu évolutif même après la croissance. Mais en majorité, si la croissance est terminée, la maladie scoliosante termine son évolution. Il y a un astuce très, très facile à faire pour savoir est-ce que ça continue à évoluer ou pas. Quand vous prenez, et ça vous savez le faire, quand vous prenez votre mètre ruban, votre fil à plomb, et vous le mettez sur la 7e cervicale, vous laissez tomber le fil à plomb. Chez une personne normale, le fil à plomb tombe dans le pli interfécier. Pour une personne qui a une scoliose, il tombe un peu latéralement, ça veut dire à droite ou à gauche. Et dans ce cas, on dit qu'il y a un déjettement latéral à mesurer en centimes. Chez quelqu'un qui avait
un déjettement latéral, en fin de croissance, il n'y aurait pas de déjettement latéral. On fait, chez la même personne, on fait pendre le fil à plan, il tombe dans le pli interfessier. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que la scoliose a terminé son évolution, donc elle est dans le plateau de stabilisation, et que la maladie scoliosante est terminée. Donc, les chances pour que ça évolue encore sont très minimes. Voilà. Très bien. Encore une question par rapport aux douleurs et scolioses. Comment ils sont les douleurs? Comment peut-on les traiter? Oui, les scolioses font mal aussi. Alors, comment les traiter comme les autres douleurs? Parce qu'on ne peut pas traiter la cause. Bon, je parle d'abord des types de douleurs chez les scoliotypes parce que j'ai oublié d'en parler. Bon, pour les scolioses, ils font mal. Et Stagnara, je ne sais pas si vous connaissez Stagnara, c'est un grand monsieur qui a travaillé sur le rachis et la colonne en général. Stagnara rapporte qu'un sujet scoliotique sur deux est rachialgique. Il a fait des observations, parce que lui, il a travaillé beaucoup avec les scoliotiques, que la scoliose lombaire fait mal pour des degrés faibles et que la scoliose dorsale fait mal pour des degrés qui sont, de COP bien sûr, qui sont très importants. Donc, le fait d'avoir un scoliotique qui a mal, c'est quelque chose de normal. Vous pouvez imaginer qu'il y a des tensions musculaires, ligamentaires et plein de tensions. C'est normal d'avoir la douleur, des contraintes sur les disques. Toutes les structures vont souffrir finalement. Maintenant, comment faire pour traiter la douleur? On ne peut pas traiter à 100% en fait, parce que traiter la douleur, c'est traiter la cause. C'est ça. On ne peut pas éliminer la cause parce qu'on ne peut pas éliminer la scoliose. On peut réduire la douleur par les moyens ontalgiques, vous savez, il n'y a pas quelque chose de spectaculaire. Mais je vous assure, si vous faites les exercices de CLA, ils vont nettement diminuer la douleur. Pourquoi? Parce qu'ils entraînent un assouplissement, ils font travailler aussi un renforcement musculaire, statique et dynamique, adapté au cas. Adapté au cas. Si vous respectez la position de départ. Dans l'exercice, il y a les différentes séquences. Vous faites l'assouplissement, vous faites le renforcement et vous faites la posture. Et quand vous allez à l'envers, vous créez un certain confort quand même. Oui? Très bien. Merci, Si Hassan. Comment mesurer l'angle de COP? Ouais, c'est très facile. En tout cas, il y a maintenant des radios qui sont un peu... Ça s'est développé. Vous avez sur la radio toutes les mesures qu'il faut. C'est pas très difficile. Mais classiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous ai parlé des vertèbres limites supérieures et inférieures. J'ai dit ils sont les plus inclinés à l'horizontale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la vertèbre limite supérieure. Comment on va la connaître? Sur une radiographie de face. OK? Il va être la plus inclinée à l'horizontale. Comment je vais le savoir? Je trace une tangente par rapport au plateau supérieur de cette vertèbre et je le croise avec l'horizontale. Ça va me donner un angle. Plus haut, il y a une vertèbre. Je fais la même chose. Et plus bas qu'elle, il y a une vertèbre. Je fais la même chose. Celle qui va faire un angle plus important, ça va être la vertèbre limite supérieure. Je ferai la même chose en bas. Alors, je soupçonne que cette vertèbre, c'est la vertèbre limite inférieure. Cette fois, je ne vais pas prendre le plateau supérieur, mais le plateau inférieur. Je trace la tangente. Je le croise avec l'horizontale, je prends l'angle. Plus bas, il y a une vertèbre que je soupçonne aussi être la vertèbre limite inférieure. Je ferai la même chose. Et plus haut, la même chose. Alors, celle qui va faire un angle plus important avec la horizontale va être ma vertèbre limite inférieure. Alors, en tout cas, maintenant, vous allez avoir les deux vertèbres limites, supérieure et inférieure. Vous les connaissez. On continue sur la tangente. On va continuer la tangente et continuer la tangente de l'inférieur. Si jamais les deux droites, c'est rare parce que ça va seulement être le cas si la scoliose est très importante. Si jamais les droites se croisent au niveau de la radio, sur la radio même, c'est votre angle de COP. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre, alors, ça, la tangente, la verticale, sur la tangente, passant par le plateau supérieur de la limite supérieure, et la même chose en bas, le plateau inférieur de la limite inférieure, la verticale. Les deux verticales vont faire un angle. Et cet angle, c'est le même. C'est l'angle de COP. Voilà, tout simplement. Alors, l'angle de COP, pour dire court, c'est l'intersection des deux verticales
sur les deux tangentes de la vertèbre limite supérieure et inférieure. Et plus il va important, plus la maladie va être méchante. Très bien, c'est très clair, c'est Hassan. Une autre question. Merci. Est-ce qu'on peut corriger avant la fin de la croissance? Est-ce qu'on peut corriger la déformation avant la fin de la croissance? Alors, quand tu dis corriger, quand la personne qui pose la question dit corriger, je comprends moi que tu peux améliorer l'angle de cope. Je ne pense pas que ça soit possible. Mais moi, ce que je pense pouvoir faire, c'est qu'avec la rééducation, alors, vous avez une patiente, on est à l'âge 11 ans. Dans 2 ans, il aura ses règles. On commence la rééducation. Si on ne fait rien, cet angle de cope, probablement, on va passer de 18 degrés à 50 dans 4 ans. C'est grave. Vous pouvez imaginer les conséquences qu'il aura sur le plan respiratoire, cardiaque, esthétique. Les filles, ils n'aiment pas être tordus comme ça. Si vous intervenez efficacement, au lieu que ça soit 5 ans, ça peut être 30, 28. Hein, si vous travaillez avec elle efficacement, trop tôt. C'est très important. Donc, notre objectif, c'est réduire, peut-être stopper, mais accompagner cette patiente jusqu'à la fin de croissance avec le moins de dégâts possible, sans qu'il porte un corset, sans que... Voilà, si on arrive à le faire rapidement. Mais corriger, je ne pense pas. Merci, Si Hassan. Est-ce qu'il y a une rééducation spécifique en cas de scoliose associée à la kyphose? Kyphoscoliose, quand on a une kyphoscoliose. Je comprends. Mais toujours, la scoliose, il va être associé soit à une kyphose, soit à une lordose. Okay. C'est toujours le cas. Donc, quand on dit c'est une déformation tridimensionnelle, c'est ça le plus important, c'est comprendre. Quand on l'a défini avec les mots, on l'a dit correctement. Mais quand on travaille avec les scolioses, c'est ça le problème. Il faut comme tu l'as défini, il faut la traiter. Okay? Ouais. Il faut la traiter, mais c'est impossible. Parce qu'on prend segmentaire. Je travaille dans le plan. Raisonne comme tu veux, tu peux pas le faire. Les exercices globaux comme ceux de Clapp, ceux de Schrott, ceux de Soy, ceux de Niederhofer, ceux de plusieurs auteurs sont adaptés à la scoliose. Parce que ils travaillent en même temps la flexion, l'inclinaison, la rotation. Voilà. Mais quand tu penses que c'est une déformation dans le plan frontal, que les vertèbres sont comme ça, toi tu viens faire comme ça, ben c'est pas ça. Parce que la vertèbre elle est déjà tournée. Quand tu fais comme ça, en fait tu es en train de faire une flexion, c'est pas une inclinaison. Il faut, comme on définit, je vais le redire, de la même façon qu'on définit la scoliose, il faut la traiter. Voilà. Très bien. Mais en tout cas, il va être toujours associé à une kyphose ou à une lordose. On peut travailler sur des attitudes, Clapp propose ça, sur des attitudes lordosées ou des attitudes kyphosées, dépendamment de ce qui présente le patient. Il y a d'autres questions? J'enchaîne sur Niederhofer. Il y a d'autres questions. Il y a beaucoup de questions. Donc, la relation entre le torticolis congénital... Non, tout d'abord, avant, il y a... c'est une question qui est un petit peu en relation avec hier, le thème d'hier. Électrothérapie, quel courant pour les scolioses? Endorphinique. Endorphinique. Ok. Ça serait une douleur diffuse, donc endorphinique. Voilà. Très bien. Relation torticolis congénitale non traitée et scoliose. Oui, ça peut être derrière parce que c'est la base. C'est la même chose de la même façon si nous avons une inégalité du membre inférieur non compensée, ça peut donner une attitude scoliosique et à la longue une scoliose. C'est très probable. De la même façon que la déformation initiale, soit distale ou proximale, il peut donner, influencer nettement le rachis et la colonne. Oui, ça reste probable. Très bien. Là, je vais rassembler deux questions en même temps qui ont presque le même sens. La natation entraîne une extension de la colonne, ça c'est un acquis. Donc, est-ce qu'elle est bénéfique? Et une autre question, la deuxième, je vais laquelle fusionner, c'est est-ce que sur le dos? Est-ce qu'on préfère la natation sur le dos pour le scoliose? Tout dépend. Après, la natation, c'est un bon sport. D'abord, moins contraignant que les autres sports en pesanteur. On travaille en apesanteur.
Et dans la natation, le problème pour les scolioses, c'est que malheureusement, on va tomber dans le même piège, c'est de le faire d'une façon symétrique. Après, si on propose des exercices dans l'eau, avec le respect de ces principes de rééducation des scolioses, c'est intéressant. Mais c'est un bon moyen pour déjà pour jouer sur la douleur, pour le renforcement musculaire, ne pas être trop contraignant. Mais s'il est symétrique, on est en train de tomber dans la même erreur. Après, l'extension, pour répondre à la deuxième partie de la question, l'extension ou la flexion, ça dépend du cas au cas. C'est pas toujours sur une lordose, la scoliose. Ça peut se faire aussi sur une kyphose. Très bien. Est-ce que la stimulation électrique musculaire donne des résultats pour les muscles allongés dans la convexité, etc. Moi, j'ai rien écouté. Je sais pas, ça coupe. Est-ce que la stimulation électrique musculaire, est-ce que ça donne des résultats? J'entends rien, Smaël. Est-ce que la stimulation musculaire électrique, est-ce que ça donne des résultats? Tu m'entends? Est-ce que tout le monde entend la... Je sais pas, il y a un problème peut-être. Je sais pas si ça vient de moi. Peut-être je fais semblant de ne pas écouter la question. D'abord, tu m'entends? Non. Tu m'entends? Oui. Tu m'entends? D'abord, mais ça coupe. D'abord, tu m'entends, c'est tout. D'abord, سمعتيني? En tout cas, je sais pas. On coupe et on reprend. Si tu as les questions prises. Attends, لازم نقيد لك. دابا كنسمعك. دابا كنسمعك. Oui. Est-ce que la stimulation musculaire électrique peut donner un résultat? Non. Tout court, non. Non, parce que, bon, alors, j'aimerais, moi, leur poser une question, même si c'est pas dans le sens interactif. Si vous voulez renforcer des muscles dans la scoliose, vous allez renforcer quoi? Quel muscle? Parce qu'on ne peut pas mettre 1000 électrodes à la fois, en même temps, synchroniser tout ça, c'est très important. On ne sait pas. C'est d'où l'intérêt de ces techniques globales. Alors, quand tu fais clap, c'est pas que ostéo-articulaire, c'est aussi musculaire. Parce que quand tu prends la position de départ, quand tu lordoses ou tu syphoses, tu es déjà sur un travail musculaire, statique, pour te permettre à maintenir une position. Tu te déplaces vers la position corrigée, ça c'est dynamique. Vous renforcez en dynamique concentrique. Vous renforcez dans cet exercice les muscles justement qu'il faut renforcer. Tu ne peux pas les lister, toi ou moi ou n'importe qui. Il faut vraiment une étude avec un dispositif, toi tu le connais, puisque tu travailles dans le sport, avec des patchs qu'on doit insérer, où on va voir, mais on va retomber dans l'erreur, c'est l'analytique, c'est pas possible. Alors, cet exercice, en proposant une correction ostéo-articulaire, fait un renforcement statique, dynamique, et quand on arrive à la position d'arrivée, on tient quelques secondes, il ne faut pas revenir sur le champ. C'est un renforcement aussi statique des muscles qui maintiennent la bonne position. C'est comme ça que vous allez les renforcer, pas avec l'électro. Ben non. Malheureusement, j'aurais aimé dire oui, mais c'est non. Merci Hassan, très clair. D'autres questions? La rééducation après croissance, est-ce que c'est bénéfique? Oui. Parce que quand même après la croissance, il peut garder des douleurs. Et quand vous renforcez, quand vous faites les exercices de clap, les exercices d'assouplissement, les exercices respiratoires, c'est toujours très intéressant pour diminuer ces douleurs, améliorer le confort quotidien du patient. Même après la croissance, on sait qu'il n'y aurait pas une évolution méchante, mais quand même, on veut bien continuer les séances. Mais vous n'allez pas, parce que les premières séances vont être un peu... On va avoir une intervention du kiné après. Si le patient maîtrise bien les exercices, il vient, il sait ce qu'il va faire. Toi, tu fais que contrôler. Très bien. Une autre question. Voilà. Est-ce que le suivi peut remplacer le traitement à long terme?
on fait un suivi régulier, particulier. Est-ce que ça remplace le traitement? Exactement. Si vous donnez des exercices, ça va être les mêmes exercices. S'il arrive à faire la même chose chez lui à la maison, il vient de temps en temps pour le contrôle. Ça va être largement suffisant. Après la croissance. Même avant le traitement, si l'angle n'est pas très important, parfois juste le suivi et le contrôle est suffisant. Ça dépend de l'âge aussi. Ça dépend de l'angle, ça dépend de l'âge, ça dépend. Est-ce qu'on est avant la puberté, après la puberté, il y a des variables. Mais parfois, oui, que le contrôle. À partir de quel angle de Cobb on doit commencer le traitement? Alors, normalement, quand vous faites de l'observation sur un patient qui a une scoliose, si cette scoliose est inférieure à 30 degrés, s'il porte ses habits, vous n'allez rien... Peu de chance, sauf si vous êtes un peu spécialiste dans ça, vous pouvez détecter une scoliose. Mais moins que 30 degrés, c'est très difficile à détecter. Il faut déshabiller le patient, le regarder dans les 3 plans, faire le test d'anteflexion, vous connaissez l'histoire. S'il est supérieur à 30, vous allez voir une scoliose visible. Et plus il va être plus important que 30, il va devenir méchant. Bon, ça dépend aussi de l'âge. À quel âge on prend le patient? Si je le prends à 16 ans, il vient avec une scoliose de 20 degrés, c'est pas la même chose qu'une fille de 10 ans avec un angle de Cobb de 20 degrés. Je prendrais la fille même à 20 degrés, à 11 ans. Et le jeune homme de 16 ans, il a 2 ans pour terminer sa croissance. C'est un garçon, moins évolutif que la fille. C'est pas, parfois je peux ne pas le prendre, l'enseigner les exercices, puis le laisser partir. À partir de 30 degrés, ça commence à être inquiétant, mais ça dépend encore une fois de l'âge. De l'âge. Et une scoliose équilibrée, est-ce que ça ne doit pas être traité? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a quelqu'un qui a dit une scoliose équilibrée. Tout à l'heure, tu as bien expliqué le fil qui passe par le pli fessier, etc. Si on trouve qu'il est équilibré, est-ce qu'on ne rééduque pas? Non, mais je n'ai pas dit qu'on ne va pas rééduquer, mais on sait qu'elle est dans le plateau de stabilisation. Donc, ça rejoint la même question de tout à l'heure. Est-ce qu'on va continuer la rééducation même après la fin de croissance? Ben oui. Très bien. Que pensez-vous des photos avant, après rééducation qu'on voit dans Facebook et les sites? Par exemple, il y a quelqu'un qui met une photo de quelqu'un scoliodique avant et il met une photo avec une n'importe quoi. Après, est-ce que c'est de la pub? Est-ce que c'est vrai? Moi, personnellement, mais c'est mon ami, ça n'engage personne. Je ne crois pas. Moi aussi. Si je dois croire à ces vidéos, je dois croire à plein de choses dans la vie. Ben non. Moi, personnellement, non. Comment mesurer la réductibilité de la gibbosité? Pas la réductibilité de la gibbosité, mais de la scoliose, c'est ça? Non, est-ce que la gibbosité. On la mobilise. C'est dans la rééducation, on fait la même chose, une poussée d'arrière en avant, de dedans en dehors, et d'arrière en avant, de dehors en dedans, et de bas en haut. Voilà. Avec la respiration. Voilà, mais il faut avoir les 2 mains, l'une sur le dos, l'autre. Parce qu'il y a une gibbosité dans ça, mais aussi, il ne faut pas l'oublier. De l'autre côté, la contre-gibbosité. Ouais. Voilà. C'est un effort de dérotation. Donc, ce n'est pas une réduction. J'aimerais qu'on parle de dérotation, peut-être. Ça serait plus placé. Très bien. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport à l'asacile. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots sur l'asacile? Alors, l'asacile sur les scolioses lombaires, ça précède en fait la scoliose lombaire. On pense qu'on a eu cette scoliose lombaire parce qu'au départ, on a eu l'asacile. L'asacile, c'est l'abréviation de l'altération structurale des socles ilio-lombaires. Et dans le socle ilio-lombaire, vous avez les ligaments ilio-lombaires, vous avez le carré des lombes, vous avez toutes les structures qui sont là. Alors, ils sont altérés parce que d'un côté, vous allez les avoir étirés, de l'autre rétractés, et qui vont, ça c'était le point de départ, comme le torticolis, la question sur le torticolis en haut, et là on a l'asacile en bas, et qui vont être le point de départ en fait pour les scolioses lombaires. Il faut les prendre en considération dans la rééducation, c'est surtout dans l'assouplissement des socles ilio-lombaires.
et un peu d'intérêt pour la L4. La L4 qui va se trouver avant la scoliose même un peu latéroversée par rapport à un axe horizontal. Bon, il y a des techniques qu'on propose en thérapie manuelle, en feuillet aussi pour régler cette L4 avant que ce soit structural. Très bien. Donc, si Hassan, peut-être نخليوك تكمل على la deuxième technique et je rassemble les questions et je te pose. Déjà, tu as répondu à 21 questions. Ok. Alors, la deuxième technique que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est la technique de Van Niederhofer. Elle aussi, il vient de l'Allemagne, c'est un médecin aussi. Ils n'étaient pas kinés, les deux. Il y a eu docteur Rodolphe Klapp qui est médecin et Van Niederhofer aussi, allemand, médecin, et qui s'intéressait aux scolioses paralytiques plus, lui. Et donc, lui, c'était facile. Donc, quand on lit sur cette méthode, je me pose la question personnellement, pourquoi moi, je n'ai pas pensé à ça, même si Van Niederhofer nous a défoncé par des ânes. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il s'intéressait à la musculature transversale du tronc. Ça veut dire l'ensemble des muscles qui ont des insertions déjà sur le rachis et d'autre part sur un membre, soit le membre thoracique, le membre supérieur, ou le membre pelvien, le membre inférieur. Donc, on sait que sur la biomécanique, un muscle, quand on prend deux points, au lieu de dire origine, terminaison, on peut parler d'un point mobile et un point fixe. Et qu'à tout moment, je peux inverser les points. Le mobile devient fixe et le fixe devient mobile. C'est très simple, tout le monde le connaît. Maintenant, son idée à lui, c'est que au lieu de travailler avec l'insertion périphérique sur le membre, il faut la stabiliser. Et qu'on fait appel à l'insertion centrale, ça veut dire à l'insertion sur les épineuses. Et puis, dans ce sens, il travaille il s'appuie sur le trapèze, sur les rhomboïdes, sur le grand dorsal, sur le carré des lombes, sur le psoas-iliaque et tous ces muscles, les transverses aussi, qui s'insèrent de part et d'autre de la colonne et sur un membre. Et qu'est-ce qu'il fait? Très simple. Sa séquence à lui, c'est 4 temps. Un temps de mise en tension qui doit être progressif, 3 temps pour la mise en tension, 3 temps pour le maintien de la contraction statique et 3 temps pour le retour. Il ne faut pas lâcher. Comme ça, on prend un temps pour revenir. Et puis, un temps de repos. Ça veut dire, le temps de mise en tension, ça c'est le point périphérique, il doit être fixe ou fixé. Il y a des positions qui vont se faire sur le ventre, en procubitus, des positions en latérocubitus et des positions en position assise, près de l'espalier. Donc, ce point sur le membre va rester fixe et cette insertion qu'on a sur l'épineuse ou qu'on a sur la vertèbre en tout cas, on va essayer de la rapprocher, voilà, étirer. Et là, ce que j'aime dans la méthode de Van Niederhofer, parce qu'ils n'ont pas cessé de me dire, et il faut étirer les muscles de la concavité et renforcer ceux de la convexité. Tout le temps, c'était ça. Niederhofer, il fait carrément le contraire. Il travaille les muscles de côté de la concavité, c'est justement cette insertion qui est du côté concave, on va essayer de la tirer pour redresser un peu la colonne. Ça paraît un peu spectaculaire parce qu'on ne peut pas avoir un grand déplacement, mais en tout cas, on peut, si on l'associe à d'autres méthodes qui sont spécifiques, avoir des résultats qui sont satisfaisants et participer à diminuer cette évolution catastrophique de la maladie scoliosante. Voilà, c'est ça son principe, il tourne autour de ces notions. C'est très simple, mais le problème dans la méthode de Van Niederhofer, c'est que les écrits sont rares. Parce que lui, en travaillant, il n'a pas pensé à trop écrire. On doit son travail, on doit ce qu'on sait sur Niederhofer à sa femme. Okay? À sa femme et à leur collaboratrice qui s'appelait Erna Becker. Donc, si vous cherchez des écrits sur Van Niederhofer, c'est très rare. Voilà, je ne sais pas s'ils ont des questions. Oui, il y a beaucoup de questions. Donc, voilà. Quels sont les muscles à renforcer et quels sont les muscles à étirer dans une scoliose lombaire? Quoi? Quels sont les muscles à renforcer et les muscles à étirer pour une scoliose lombaire? Mais on ne renforce pas. Ce qu'on va faire, c'est on travaille des muscles. En fait, on ne veut pas les renforcer, on veut tirer sur les vertèbres. Ça, c'est un.
les muscles à travailler sont du côté de la concavité. Bon, si vous avez une concavité à droite, si vous avez une scoliose lombaire, bon, les scolioses lombaires sont à 90% gauche, ok? Gauche, ça veut dire convexité gauche. Je vais travailler du côté concave, ça veut dire de la droite. Je peux travailler avec un psoas iliaque droit ou un carré de l'ombre droit. Un carré de l'ombre droit, un psoas iliaque droit, ça peut faire l'affaire. Pourquoi? Parce que ces muscles s'insèrent sur la colonne lombaire et ils vont être les plus efficaces sur ce que je veux faire. Voilà. Très bien. Une autre question, comment renforcer les muscles profonds chez le scoliotique? Bon, très simple. C'est le seul exercice qu'on va le faire symétrique. C'est l'auto-agrandissement. Vous proposez un sac de sable sur la tête et progressivement, vous pouvez monter la charge. Voilà. C'est de la musculation. Désolé, on a dépassé 1 heure et donc le live, comme vous le savez, c'est 1 heure et ça s'arrête. Un live, ça dure 1 heure. Ah ben, on a dépassé 1 heure. Oui. Okay. Et donc, désolé parce que l'Instagram, il ne permet qu'1 heure dans le live. Donc, on a dépassé 1 heure. Très bien. On disait... Bon, on était en train de parler du muscle du côté, je sais pas, les profonds, du côté, de quel côté il faut travailler? Oui. Ça? Comment travailler les muscles profonds? Tu disais l'auto-agrandissement, etc. Voilà, l'auto-agrandissement, double montant, vous corrigez les courbures arrière. Et puis, on peut proposer les exercices de Mézières. Les exercices de Mézières trouvent leur place dans ce sens. Même en décubitus. Très bien. Pour les scolioses cervicales, qu'est-ce que vous proposez? C'est trop rare. Mais avec Niederhofer, on peut travailler avec le trapèze supérieur. Avec le travail à partir du trapèze supérieur, du côté de la concavité. C'est trop rare. Très bien. Ça, c'est un cas clinique, mais il n'est pas complet. Il a écrit, celui qui a posé la question, patient de 31 ans, angle de coque 13 degrés. C'est ce qui était écrit. Donc, oui. Je pense que celui qui a posé la question, il vaut mieux qu'il complète s'il veut qu'on discute ce cas clinique. Voilà, quel traitement. Et c'est un cas clinique. Allô? C'est Hassan? On t'entend pas, c'est Hassan. On attend si Hassan il va nous rejoindre. Allez. Voilà, donc on va attendre à ce que la personne complète la question. Il y a quelqu'un qui pose une question par rapport aux étapes de la rééducation. Quelles sont les étapes de la rééducation? Bon, les étapes de la rééducation, c'est toujours les mêmes. Une fois tu connais ta vertèbre sommet, tu adaptes, si je parle là, tu adaptes la position du travail en fonction de la vertèbre sommet, puis tu commences tes exercices. Mais après, il y a de la rééducation qui est globale. Tu peux rajouter à ça du massage, d'autres techniques, mais quand tu veux mobiliser, il faut que ça soit un peu dosé. Voilà. On peut associer les méthodes. On peut faire clap, on peut faire Niederhofer, on peut proposer Schrott.
Il y a plein d'exercices. Très bien. L'ostéopathie? Une autre question. Non, ça, il faut poser la question peut-être. C'est plus intéressant. On va arriver. Le temps d'application d'un courant endorphinique, si on l'applique, combien de la durée d'application? Ces méthodes-là? Oui. Non, le temps du courant endorphinique. Tout à l'heure, on a dit le courant endorphinique. Ah oui. Le courant endorphinique, c'est généralement 20 minutes. 20 minutes, ça serait génial. Mais si vous allez plus, il n'y a pas de problème parce que c'est un courant bidirectionnel. Et dès lors où c'est un courant bidirectionnel, il a une caractéristique d'innocuité et il ne va pas vous faire mal. Très bien. Il y a 3 questions ou 4 personnes qui posent la question par rapport à l'apport de l'ostéopathie ou l'efficacité de l'ostéopathie dans les scolioses. Ouais, je sais pas, mais je vais peut-être m'aventurer sur un terrain huileux parce que moi je suis pas ostéopathe. Mais ce que je peux dire, bon là, nous avons une déformation structurale. Il faut croire à ça. Et sur la déformation structurale, je ne pense pas que qu'est-ce que vous voulez regagner l'anatomie normale, c'est pas possible. Après, on posera la question pour voir son avis sur ce point-là. Très bien. Pour le cas clinique, je vois la même question. Une fille de 31 ans avec un angle de cope de 30 degrés. Quel traitement on propose? Est-ce que c'est une scoliose dorsale, dorso-lombaire, en S, en C? J'ai pas bien... Wallah, bien. Il y a quelqu'un qui pose une question. Il dit que oui. il a c'est une femme de 31 ans avec un angle de cope de 13 degrés. Quel traitement faire? Peut-être ne rien faire, c'est un traitement aussi. Surveillance, c'est suffisant. C'est pas méchant, 13 degrés. C'est pas du tout méchant. Ça dépend aussi de l'étage, mais je ne pense pas que ce soit un problème. Oui. 13 degrés, c'est banal. On peut, moi ou toi ou n'importe qui, être à 100% vertical, mais rares sont les personnes qui ont une colonne parfaitement verticale. Il y a toujours une petite rotation quelque part. Ça reste physiologique. 13 degrés, c'est pas très inquiétant. Très bien. La grossesse et scoliose. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que... Je t'entends mal. Parfois, ça coupe. Ça coupe. Scoliose ça coupe et parfois, même il disparaît. Corset? Assassine. Grossesse. Ouais, je t'entends pas. Je vais essayer de lire aussi les scolioses, oui. Sur une femme enceinte. Oui. Quelle modification apporter à ce que vous venez de dire? Tu m'entends, Smaïl? Tu m'entends? Je t'entends, oui, je t'entends très bien. Oui, il y a des questions encore? Oui, il y a des questions. Il y a des questions. C'est que la grossesse et la scoliose. Ou est-ce que la chirurgie peut être utile pour une scoliose? Peut être utile. La chirurgie. Ok. Oui. Moi, la chirurgie, quand on est en pleine croissance, ça dépasse 50 degrés, ils vont envisager la chirurgie. On sait que les chirurgiens en pleine croissance, ils veulent au maximum éviter la chirurgie. Vous savez pourquoi? Après, si ça va avoir un impact sur la respiration, le cœur et ainsi de suite, c'est inévitable. On va opérer, bien sûr. L'opération consiste à mettre... ils vont stopper cette évolution, c'est-à-dire fixer avec une orthèse. Avec la femme enceinte et en plus une scoliose, c'est un poids qui va se rajouter. Bon, la pauvre, il peut compliquer sa scoliose, mais bon,
c'est pas ce que ça va donner. Oui. Mais on l'a eu. L'Asacil, quelle modification apporter à ce que vous venez de dire en traitement? Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Asacil? L'altération structurelle. Ce qui va changer, ce qui va changer en fait, c'est qu'on s'occupe des éléments qui sont un peu rétractés par un assouplissement musculaire et aussi ostéo-articulaire. Voilà. Si on découvre que l'Asacil il est là et qu'on n'a pas encore la scoliose, ce serait intéressant de travailler sur ça pour redonner de l'équilibre, parce que la scoliose va résulter d'un déséquilibre, redonner de l'équilibre. Voilà, très bien. Il y a quelqu'un qui pose la question par rapport au traitement plus corset 24/24. Oh, les corsets. Oh, les corsets, quand l'angle est important, on est en plein croissance. Parfois, l'objectif de l'orthopédiste, c'est stopper et freiner cette évolution méchante. Oui, il met le corset, il vient, il y a plusieurs corsets, Milwaukee, Lyonnais, plein. Il vient chez nous, il enlève le corset, on fait la rééducation, on remet le corset. Mais le corset, c'est aussi l'équivalent d'un plâtre. Alors, tous les méfaits que va entraîner un plâtre, c'est la même chose pour un corset, en plus d'être désagréable. Mais bon, parfois, c'est important. Voilà, les conseils d'hygiène qu'on peut donner à un sujet scoliotique. C'est difficile le surtaille de faire à la maison. C'est de pratiquer un sport adapté. C'est d'éviter les mauvaises postures qui peuvent accentuer sa déformation. Voilà. Et de rester actif. Une question qui se répète, scoliose cervicale, que faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est scoliose cervicale. La scoliose cervicale, pour CLAP, il ne prend pas la scoliose cervicale. Pour Niederhofer, oui. Pour Schrott aussi, oui. Vous avez alors deux techniques qui sont spécifiques à la scoliose. Pour Niederhofer, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille avec le trapèze supérieur du côté de la concavité. Et cette contraction du trapèze supérieur du côté de la concavité tirera sur les vertèbres cervicales vers le sens qu'on veut. Mais c'est rare. Ah, voilà. Les techniques sont toujours valables après l'opération, après la chirurgie. Tout dépend. Oui, je comprends. Tout dépend après ce que pense le chirurgien. Parfois, il pense qu'assouplir va être très néfaste après l'opération. Ça y est, il ne faut pas assouplir. Mais avant l'opération, on travaille dans tous les sens parce que quand même, vous allez faciliter le travail du chirurgien, lui présenter des structures qui sont plus ou moins souples. Très bien. Donc, je pense que c'est tout comme question qu'on a pour aujourd'hui. Déjà, plus que 30 questions. C'est bien. Donc, on espère... un cas clinique. J'ai oublié un cas clinique. Attends. Pour une fille de 20 ans, angle de coque 18 degrés avec une courbure en S lombaire. Présence de douleur. Déjà, l'information la plus rassurante, c'est qu'il a 20 ans. Il ne va pas évoluer. Combien de degrés c'était? 18 degrés. Donc, c'est pas très méchant. Après, attention, quand il est lombaire, on reste un peu sceptique parce que ça peut évoluer quand même. Il faut la suivre un peu et continuer les exercices et continuer le bilan jusqu'à être sûr que c'est stabilisé. Ok? Après, c'est pas très méchant. On peut proposer les mêmes exercices. En S, on propose pour cette fille ou pour cet ado une marche de clap, c'est-à-dire une marche à l'ombre. On fait travailler les deux membres du même côté. Okay? Ça dépend quelle convexité dorsale et quelle convexité lombaire pour dire la bonne réponse, pour lui donner la bonne réponse. Oui. Il n'a pas mentionné, le côté. C'est pas grave, après on verra. Bon, Ouda, il insiste parce qu'il a deux patientes qui présentent. Oui, ça, sur les rares, tu as eu 2. C'est trop rare. Mais après, sur les rares,
tu en as eu deux, c'est ta chance. Mais comme j'ai dit, tu peux travailler par la méthode Van Nijderhofer avec le trapèze supérieur et tu peux aussi proposer les exercices de Schroth. Quoi d'autre? J'ai eu une information en scoliose, il faut éviter de boire les boissons gazeuses. Que pensez-vous? Je sais pas. Bon, je vais demander à un ami à moi qui est expert en nutrition. Il a fait le master avec moi en pédagogie. Je vais lui demander après ce qu'il pense de ça. Oui. Est-ce que le fait de faire marcher un bébé très tôt peut développer une scoliose d'attitude plus tard? Très tôt, ça veut dire, bon, on va revenir vers une discussion. Vous savez que CLAP, et c'est basé sur ce qui s'est basé sur une période où on marchait à quatre pattes. Tout le monde a marché à quatre pattes un jour, on rompait. C'est la phase où on rompait, on marchait à quatre pattes. Et après cette marche à quatre pattes, ne fait pas développer la courbure lombaire. Une fois on va se redresser, on commence à se mettre debout et on marche, on va créer la lordose lombaire. On sait aussi qu'il y a un niveau d'évolution motrice qu'il faut respecter. L'âge où il faut mettre l'enfant en position debout, il faut le respecter. Et l'âge où il doit marcher, il doit marcher. Et ça rejoint un peu la rééducation des personnes avec paralysie cérébrale, et le respect des niveaux d'évolution motrice. Mais bon, il ne faut pas le mettre debout trop tôt, parce que vous allez mettre du contrainte sur un rachis qui est un peu faible. Très bien. Une autre question, une scoliose due à un traumatisme du dos, est-ce que le traitement reste unique ou ça change de sens? Alors, s'il résulte d'un traumatisme du dos, c'est que ce traumatisme a dû entraîner des modifications sur la structure. Et après, oui, si la colonne s'équilibre ainsi en scoliose, on la rééduque de la même façon. Sauf que ici, on sait pourquoi on a une scoliose. C'est la différence. Voilà. Le cas de tout à l'heure de la fille de 20 ans, elle a dit convexité gauche, concavité droite. Convexité gauche, concavité droite. OK. Très bien. Alors, s'il a une convexité gauche, il faut s'incliner à gauche sur les exercices que j'ai dit de clap. Reste à savoir la vertèbre sommet pour dire quelle position il faut qu'il adopte. OK. Donc, là, merci Hassan. Je pense que c'est tout qu'il y a comme question. Merci. C'était très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ismaël. Merci aux différentes personnes qui ont pris part à ce live aujourd'hui. Donc, on vous donne rendez-vous demain avec C. Salahdin Fadel qui va nous parler des tests prédictifs de blessures en kiné de sport. Inch'Allah. De Functional Movement Screen et d'autres batteries de tests qu'on va faire. Et jeudi, on va parler des trigger points. Et après, pour vendredi, on aura la kinésithérapeute de l'équipe nationale d'athlétisme, Oudel Hlo, et qui va nous parler des tendinopathies aquidiennes et de leur rééducation. Et merci à toutes et à tous et bon Ramadan. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.